Bonjour à tous et bienvenue. On s'attaque aujourd'hui à une période absolument charnière de notre programme, un chapitre essentiel pour comprendre comment, sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, un monde totalement nouveau, sous tension permanente, a vu le jour. La question qui va nous servir de fil rouge est la suivante. Est-ce que cette période peut vraiment se résumer à un simple face-à-face entre les États-Unis et l'URSS ? C'est une question qui nous invite, et c'est tout l'enjeu, à aller au-delà des apparences pour saisir la complexité de l'époque. Alors, pour y répondre, voici le plan que l'on va suivre. On posera le décor d'un monde fracturé, puis on analysera le face-à-face des blocs, on verra ensuite l'émergence d'un troisième acteur, le tiers-monde, puis les fissures à l'intérieur même des blocs, on terminera par un point méthode indispensable pour le bac, et bien sûr, une conclusion. Allez, c'est parti. Plongeons dans ce nouvel ordre mondial qui naît en 1945. Un monde qui, très rapidement, va se scinder en deux camps que tout, ou presque, semble opposer. À première vue, le schéma a l'air simple, presque caricatural. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, avec à sa tête les États-Unis, son modèle, la démocratie libérale, le capitalisme et une alliance militaire, l'OTAN. De l'autre côté, le bloc de l'Est, sous la coupe de l'URSS, avec son modèle de démocratie populaire, en réalité un parti unique, l'économie planifiée et sa propre alliance militaire, le pacte de Varsovie. Bref, deux visions du monde qui se voient comme totalement incompatibles. Maintenant, regardons d'un peu plus près comment s'organise ce monde bipolaire et les moments où vraiment on est passé à deux doigts de la catastrophe. Le mot-clé, le concept à maîtriser absolument pour cette période, c'est celui de bipolarisation. Il faut s'imaginer le monde comme un champ magnétique avec deux pôles surpuissants, Washington et Moscou. Chaque pôle attire à lui des alliés, et presque tous les pays du globe sont sommés de choisir leur camp. Et le symbole absolu de cette division, c'est bien sûr Berlin, une ville coupée en deux par le mur, construit en 1961. C'est l'incarnation physique du rideau de fer. Quand Kennedy prononce cette phrase célèbre à Berlin-Ouest en 1963, ce n'est pas juste pour le style, c'est un message très clair envoyé à Moscou. L'Ouest ne laissera pas tomber Berlin. Cette chronologie montre bien la logique d'escalade, presque mécanique. 1949, c'est un tournant. L'URSS a sa propre bombe atomique, fin du monopole américain, et l'OTAN est créée. En réponse, l'URSS crée le pacte de Varsovie en 1955, puis le mur en 61, et en 62 de l'apogée de la tension. On a bien une logique implacable de structuration des blocs et de montée des périls. Ce témoignage du frère de John Kennedy est glaçant. La crise des missiles de Cuba, en octobre 1962, c'est le moment le plus chaud de la guerre froide. Quand les Américains découvrent des missiles nucléaires soviétiques installés à Cuba, à quelques kilomètres de leur côte, le monde retient son souffle. Pendant 13 jours, la guerre nucléaire n'a jamais été une option aussi réelle. Mais attention, cette vision binaire d'un monde coupé en deux, si elle est juste, est incomplète. Car au même moment, de nouveaux acteurs entrent en scène et ils ne comptent pas jouer les figurants dans l'affrontement Est-Ouest. Regardez ce chiffre, 106. C'est le nombre de nouveaux États qui rejoignent l'ONU entre 1945 et 1981. On passe de 51 à 157 membres. Cette explosion, c'est bien sûr le résultat de la décolonisation en Asie et surtout en Afrique. Et ces dizaines de nouveaux pays indépendants, ils ont bien entendu de faire entendre leur propre voix. Face à la pression des deux grands, beaucoup de ces nouveaux États vont tenter de tracer une troisième voie. C'est l'idée du non-alignement. Né de l'esprit de la conférence de Bandung en 1955 et officialisé à Belgrade en 1961, ce mouvement porte une idée simple, mais radicale pour l'époque. Refuser d'être les pions des superpuissances. Et ce non-alignement, ce n'est pas qu'un joli discours. Il est porté par des leaders charismatiques, comme l'Égyptien Nasser, l'Indien Nehru ou le Yougoslave Tito. Quand Nasser nationalise le canal de Suez en 1956, ce n'est pas seulement un acte économique, c'est un acte de souveraineté immense. Il défie les anciennes puissances coloniales, la France et le Royaume-Uni, et affirme son indépendance face aux deux blocs. Mais la complexité de l'époque ne s'arrête pas là, car même à l'intérieur des deux camps, tout n'est pas si lisse. Les blocs eux-mêmes sont traversés par des fractures, des contestations qui viennent bousculer l'autorité de Washington et de Moscou. Et s'il y a une année qui symbolise cette contestation généralisée, c'est bien 1968. C'est un véritable tremblement de terre mondial. Une vague de révolte déferle sur la planète et secoue les fondations des deux blocs, à l'Est comme à l'Ouest. Regardons ça de plus près. À Prague, on tente d'inventer un socialisme à visage humain, un espoir écrasé par les chars du pacte de Varsovie. À Paris, en mai, les étudiants puis les ouvriers se révoltent contre la vieille autorité et la société de consommation. Aux États-Unis, le mouvement pour les droits civiques et les manifestations monstres contre la guerre du Vietnam font rage. Partout, la jeunesse conteste les modèles établis. Le bloc de l'Est, en particulier, est loin d'être un monolithe. Avant Prague en 68, il y avait eu l'insurrection de Budapest en Hongrie, écrasée dans le sang par les soviétiques en 1956.
Et surtout, il y a la rupture entre la Chine de Mao et l'URSS dans les années 60. Les deux géants communistes deviennent des rivaux. Le bloc communiste n'est plus uni. Bon, on a vu toute cette complexité. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment on organise tout ça dans une copie pour le bac? C'est le moment de faire un point méthode. Pour l'étude critique de documents, c'est la méthode à maîtriser. Ces 4 étapes sont incontournables. On présente, on analyse, on critique et surtout, on confronte. C'est ce 4e point qui fait toute la différence. Confronter le document avec ses connaissances, c'est montrer qu'on ne fait pas que le réciter, mais qu'on dialogue avec lui pour construire une analyse fine. Voilà l'essentiel à avoir en tête. Les dates clés qui sont de vrais repères, les notions qu'il faut pouvoir définir précisément et les acteurs majeurs dont il faut connaître le rôle. C'est le socle sur lequel on peut construire n'importe quel raisonnement. Et un dernier conseil, les pièges à éviter. Attention, décolonisation n'est pas synonyme de non-alignement. Beaucoup de nouveaux pays ont choisi un camp. Et non, les blocs ne sont pas des entités monolithiques. La nuance, c'est vraiment la clé d'une bonne analyse en histoire. Allez, il est temps de conclure, de rassembler les pièces du puzzle pour répondre clairement à notre problématique de départ. Alors, pour en revenir à notre question initiale, ce monde se résume-t-il à un affrontement entre deux superpuissances? La réponse est oui, mais. Oui, la structure dominante est bien celle de la bipolarisation, mais cette vision doit absolument être nuancée, complexifiée par 2 phénomènes majeurs. L'émergence d'un tiers-monde qui tente d'échapper à cette logique et les fissures qui lézardent les blocs de l'intérieur. Et tout ça nous amène à une dernière question, une ouverture sur notre monde actuel. Finalement, comprendre ce monde fracturé d'hier, avec ses alliances, ses rivalités, l'émergence de nouvelles puissances, est-ce que ça ne nous donnerait pas des clés de lecture pour mieux décrypter la complexité des tensions géopolitiques d'aujourd'hui? La question reste ouverte.